Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les commerçants de produits artisanaux CIS au croisement d'Amouch-Manzac refusent de rejoindre les stands érigés au village Voire durant le prochain sommet de la francophonie. Les délestages reprennent de plus belle. Ces derniers jours, la capitale et ses environs ont subi des délestages qui ont duré plus de 10 heures de temps. Cela fait une semaine que l'offensive sur Mossoul a été lancée. Petit à petit, l'armée irakienne gagne du terrain. Elle a repris de nombreux villages situés aux alentours. Aidée par les forces kurdes, elle se trouverait désormais à une dizaine de kilomètres de la deuxième ville d'Irak. Mais la bataille semble encore bien longue. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, les commerçants de produits artisanaux CIS au croisement d'Amouch-Manzac refusent de rejoindre les stands érigés au village Voire durant le prochain sommet de la francophonie. Selon eux, les infrastructures sont insuffisantes et les frais de location des stands sont coûteux. Reportage de Lily Rabiat. La CEIMAD a construit 250 stands au village Voire pour accueillir les commerçants de produits artisanaux issus du marché artisanal de la route d'Ig. L'association des commerçants d'Armalagas opérant sur ce site regroupe pourtant 350 membres. Ainsi, les nouvelles infrastructures construites par la CEIMAD ne peuvent pas tous les contenir. Par ailleurs, le coût de location des stands durant 2 jours, c'est-à-dire les 26 et 27 novembre, est plus élevé, affirment les commerçants, car ils avoisinent 1 million d'ariars. Raison de plus pour eux de refuser de déménager à Ndoutapenak. Si la place ne peut pas contenir tous les commerçants, on ne pourra pas aller à Ndoutapenak. De plus, on ne souhaite pas être transféré là-bas pour la simple raison qu'on veut éviter les mêmes scénarios comme lors du délogement des marchands de Bagdad. Les commerçants craignent que les mêmes problèmes lors du sommet du COMESA ne se reproduisent, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont même pas membres de l'association avaient été sélectionnées pour exposer leurs produits. Nous avons espéré tirer profit du sommet du COMESA avec la venue des différentes délégations étrangères, mais les organisateurs de cet événement avaient parallèlement érigé des stands de produits artisanaux au CCI Vatu. Mais les rumeurs enflent selon lesquelles les marchands d'Armalagas, opérant au croisement d'Amouch-Manzac, devront quitter cet endroit tôt ou tard, un site qui ferait l'objet d'un litige entre l'État et un ressortissant étranger.
La mise en place d'une politique économique claire est nécessaire pour redresser l'économie malgache, selon un professeur d'économie à l'université d'Antananarivo. L'économie malgache ayant traversé plusieurs périodes difficiles depuis l'indépendance. Elle n'a cessé de dégringoler et la relance économique tant prônée par les dirigeants successifs tarde à voir le jour. Cet économiste a également souligné l'absence de continuité, étant donné que chaque équipe dirigeante avait chacune élaboré sa propre vision économique à partir de bases qui sont pourtant imprécises. Ainsi, pour améliorer la situation, les dirigeants doivent savoir tirer des leçons des erreurs de leurs prédécesseurs. Notons qu'une exposition retraçant l'histoire de l'économie malgache depuis l'indépendance se tient depuis ce matin à l'AFT Ndavamambe. Les délestages reprennent de plus belle. Ces derniers jours, la capitale et ses environs ont subi des délestages qui ont duré plus de 10 heures de temps. Les abonnés sont désespérés. Cette situation est due au vol de gasoil selon le Premier ministre qui n'a pas précisé les mesures qui vont être prises. Les détails avec Miatarandianaïvou. La grogne des abonnés et des usagers est montée d'un cran après les délestages qui se sont intensifiés ces derniers jours et les coupures d'eau interminables. Les réseaux sociaux sont pris d'assaut par les abonnés de la Jirama et les usagers pour dénoncer cette situation alarmante qui continue de leur faire tant souffrir. Ils soulignent notamment la qualité déplorable du service fourni par la Jirama malgré la hausse incessante de la facture. Ces derniers jours, les coupures avaient duré entre 3 et 21 heures. Hier, les coupures ont duré plus de 4 heures dans notre quartier, Andanmanaln 1. Cette situation dure depuis une semaine et pourtant, la facture de l'électricité ne cesse de grimper. Cette situation est due à un problème d'approvisionnement en carburant, selon le Premier ministre. Ces délestages résultent d'un problème d'acheminement du gasoil. Nous promettons de bien contrôler cela pour éviter que ces problèmes ne se manifestent à nouveau. Quand les responsables étatiques vont-ils se décider à assainir et améliorer la gestion de la Jirama? Et surtout, quand le chef de l'État va-t-il concrétiser sa promesse d'éradiquer une bonne fois pour toutes le délestage, ayant promis lors de sa campagne électorale de mettre fin au délestage en 6 mois au maximum, et Razon Mampian a décidé récemment de changer son fusil d'épaule en affirmant que le problème de délestage ne sera pas solutionné dans un bref délai. Les travaux de remblai de la route de la francophonie ont été suspendus pendant plusieurs heures. Et pour cause, les habitants du Fuktan d'Andjiatan ont barré la route reliant la commune d'Ambudachim et celle d'Yarnarive, empêchant ainsi les camions de circuler. Des camions qu'ils accusent de rouler à tombeau ouvert, causant ainsi des fissures sur leur maison. En outre, ils doivent également supporter les nuisances sonores générées par les allers et retours des camions, même la nuit. Reportage de Michael Ramarlay. Vers midi, des habitants du Fuktan Andjiatan ont commencé à se rassembler. Ils se sont ensuite convenus de barrer la route reliant la commune d'Ambudachim et celle d'Yarnarive à l'aide d'un tronc d'arbre. Résultat, plus de 80 camions qui effectuent le remblai de la route de la francophonie ont été bloqués. Les habitants ont pris cette initiative car les allers et retours incessants de ces camions, voilà plus de 2 mois, provoquent non seulement des nuisances sonores, mais endommagent également leurs maisons. Malgré les avertissements que nous avons lancés, les chauffeurs des camions continuent à rouler à 70 km/h sur cette route alors qu'il y a des élèves qui traversent. Nous avons également demandé à ce que cette route soit réhabilitée car les camions y roulent à vive allure et font trembler nos maisons. Mais on ne nous a pas écoutés. Des rencontres avec les maires des 2 communes ont eu lieu, une occasion saisie par les habitants pour reformuler leurs requêtes. Ces derniers ont exigé des réponses immédiates. Finalement, une entente avait été trouvée. Les travaux de réhabilitation de la route vont démarrer prochainement et nous allons également aviser les chauffeurs pour qu'ils limitent leur vitesse sur cette route. Les habitants attendent impatiemment la concrétisation des promesses qui leur ont été faites. Ils ont procédé à l'enlèvement du barrage vers 16 h et les camions de remblai ont pu poursuivre leurs activités. Les bruits courent ces derniers jours selon lesquels des sénateurs envisagent de destituer le président du Sénat. Interrogé par les journalistes, Honoré Rakoutman, le principal concerné, a dénoncé un dessous politique derrière cette tentative.
Notons que la Chambre haute compte 63 sénateurs majoritairement élus sous les couleurs du HVM et nommés par le chef de l'État. Cette tentative de destitution du président du Sénat témoigne qu'il y a panique en haut lieu. Notons qu'aujourd'hui, une grève des employés de cette institution avait été également prévue. Célébration ce jour du 71e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Pour Madagascar, la cérémonie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. À l'instar d'autres pays, un des défis principaux de la grande île est l'atteinte des objectifs du développement durable. Des objectifs qui ne peuvent être réalisés sans l'effectivité de la démocratie et la mise en place de l'état de droit, comme l'a souligné la représentante résidente du PNUD, Violette Kakiomia. On l'écoute. Éliminer la pauvreté, le frein des inégalités, pour ne citer que cela, implique pour un pays comme Madagascar plus de coordination de l'aide, plus de politiques axées sur les résultats. Aussi, Madagascar doit rester définitivement sur le sentier de la démocratie, de la stabilité politique et institutionnelle et de la bonne gouvernance. Le processus de développement doit inclure tout le monde et ne laisser personne sur le bord de la révolution. Le sud de Madagascar, la région la plus pauvre de ce pays, a subi 2 années successives de sécheresse. Depuis septembre 2015, la situation s'est aggravée avec le phénomène El Niño qui a frappé l'ensemble de l'Afrique australe. Le système des Nations Unies, à travers le plan national de réponse à la sécheresse dans le sud, contribue aux efforts déployés par le gouvernement et les autres acteurs nationaux pour réduire les souffrances des populations. Aussi, je voudrais vous exhorter à renforcer les actions de relèvement du Sud pour aller au-delà des réponses humanitaires et d'urgence que nous menons ensemble et investir dans le développement humain durable dans cette région. Cela fait une semaine, jour pour jour, que l'armée irakienne a lancé son offensive sur Mossoul. Les troupes progressent et regagnent du terrain. Elles ont repris de nombreux villages, aidées notamment par les forces kurdes et par les frappes de la coalition internationale. Elles se trouvent désormais à une dizaine de kilomètres de la deuxième ville d'Irak, France 24. Dans ce village à quelques kilomètres au sud de Mossoul, les soldats sont accueillis en héros. Comme plus d'une cinquantaine de villes et hameaux des environs, ce village a été repris aux mains des djihadistes. Le groupe État islamique s'effondre. Aujourd'hui, leur morale est très bas. Sur les visages des soldats et des civils qui sont avec nous, vous pouvez voir que le moral est très bon. Et je pense que oui, c'est la fin du groupe État islamique. Dernière victoire stratégique, la reprise de Bashika, à 9 km à peine à l'est de Mossoul. 2 villes chrétiennes ont aussi été reconquises, Bartella et Karakosh. Armée irakienne et Peshmerga avancent sur les fronts sud et est de Mossoul, mais le groupe État islamique résiste. Ici, près de Bashika, les combattants kurdes arrêtent une voiture piégée. Les attentats suicides, le moyen de riposte privilégié des djihadistes, moyen aussi de faire diversion. Ce dimanche, ils ont mené une attaque à l'aide de 5 voitures piégées à Roudba, près de la frontière jordanienne. Vendredi, c'est à Kirkouk que le groupe État islamique a frappé en force. Ces attaques coordonnées ont fait au moins 46 morts. La ville est pourtant déjà contrôlée par les forces kurdes et située à plus de 150 km de Mossoul. Depuis, la traque des djihadistes s'organise dans la ville. Au moins 50 d'entre eux auraient été tués selon les autorités. Toujours dans l'actualité internationale, l'évacuation de la jungle de Calais se déroule donc pour le moment dans le calme et la maîtrise. Déclaration du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. De longues files d'attente se sont formées depuis. Très tôt ce matin, les migrants attendent ici de monter dans un bus direction un centre d'accueil d'orientation. En tout d'ici la fin de la semaine, les 6 000 à 8 000 personnes que compte le camp devraient être redirigées sur le territoire français, sur les images de France 24. Il est 8h45 ce matin à Calais, quand le premier car quitte la jungle, avec à son bord plusieurs dizaines de migrants,
essentiellement des Soudanais. Ces hommes qui envisageaient d'abord de se rendre en Grande-Bretagne ont finalement accepté la solution des pouvoirs publics. C'est en Bourgogne qu'ils vont entamer une nouvelle vie, dans un CAO, un centre d'accueil et d'orientation. Pour les autorités du département, c'est un soulagement de voir le plus grand bidonville de France se vider. Écoutez, c'est tout ce que l'on avait prévu, organisé, on le voit la concrétisation, donc c'est un moment important. C'est les premières 50 personnes qui sont mises à l'abri. Voilà, donc c'est un moment important. On voit que ça y est, maintenant toute la file fonctionne et jusqu'à l'arrivée en CAO. Beaucoup plus tôt ce lundi matin, sous la surveillance des forces de l'ordre, quelques 500 migrants emmitouflés dans leurs manteaux, valises à la main, se sont massés dans la file d'attente, donnant accès au centre de transit. Un hangar aménagé pour orienter les migrants selon leurs conditions, qu'ils soient adultes seuls ou avec une famille, mineurs ou personnes vulnérables. Les bénévoles leur proposent ensuite de choisir entre 2 régions. Chacun reçoit alors un bracelet pour être orienté vers le quart concerné, mais certains refusent de renoncer à leur objectif. Nous n'allons pas dans les centres. Je n'irai pas dans un centre parce que qu'est-ce qu'ils font dans un centre? Je ne suis pas venu ici pour dormir. Je ne suis pas venu ici pour demander l'asile à la France. J'ai un rêve, celui d'aller en Grande-Bretagne. Ce lundi, 60 cars doivent quitter Calais. Le processus durera toute la semaine. Dans le même temps, la jungle sera petit à petit démantelée. Au total, 287 centres répartis dans 12 régions vont accueillir plusieurs milliers de migrants. Une opération qualifiée d'humanitaire par le gouvernement. Avant de clôturer cette édition, je vous rappelle les points forts. Les commerçants de produits artisanaux sis au croisement d'Amouch-Manzac refusent de rejoindre les stands érigés au village Voire durant le prochain sommet de la francophonie. Les délestages reprennent de plus belle. Ces derniers jours, la capitale et ses environs ont subi des délestages qui ont duré plus de 10 heures de temps. Et enfin, cela fait une semaine jour pour jour que l'armée irakienne a lancé son offensive sur Mossoul. Les troupes progressent et regagnent du terrain. Elles ont repris de nombreux villages. Voilà donc qui clôture notre édition ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne suite de programme. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.